Les éoliennes vont-elles tuer nos océans, jouer le jeu du FN et contribuer à la montée du wokisme en Europe? Bon, un peu de sérieux pour une fois. J'ai été missionnée avec les éminences Monsieur Bidouille, Le Réveilleur et Le Monde en carte pour parler d'éoliennes en mer. Par le débat public sur les éoliennes en mer de Nouvelle-Aquitaine, dans lequel est envisagée l'éventuelle implantation d'un, voire deux parcs au large d'Oléron. On va tous traiter un aspect différent de la chose, et pour ma part, la question c'est quels sont les effets d'un parc éolien offshore sur l'environnement? Ça va causer écologie marine pour mon plus grand bonheur, parce que c'est ma vraie spécialité. Et oui, je vous ai menti toutes ces années, je suis plus biologiste que géologue. Faut se respecter un minimum dans la vie. Pour commencer, il faut d'abord savoir un peu de quoi est constituée une éolienne. Une éolienne, c'est ça, un ventilateur en guise de tête, un mât en guise de cou et des fondations pour la maintenir en place. Le boulot d'une éolienne, c'est de convertir l'énergie cinétique du vent en énergie électrique. Les pales, qui sont en général au nombre de 3, forment un rotor qui va se mettre à tourner sous l'action du vent. Oui, donc un ventilateur, mais inversé, car on ralentit l'air au lieu de l'accélérer. À l'intérieur de la nacelle sur laquelle est fixé le rotor, on trouve un générateur. C'est lui qui convertit l'énergie mécanique en électricité. Il nous reste le mât pour porter tout ça, et le support sur lequel est fixé le mât. Support qui en mer a donné des sueurs froides aux ingénieurs, car c'est pas évident de faire tenir un truc de 180 mètres de haut en plein milieu de l'eau. La méthode la plus utilisée est un pieu enfoncé dans le fond marin, en utilisant un bateau spécial que je ne spoile pas, car c'est dans ma vidéo. On peut aussi faire flotter les éoliennes, mais pour l'instant c'est expérimental. Ça viendra, mais pas pour tout de suite. L'électricité est ramenée à terre via des câbles électriques en passant par une sous-station. C'est une sorte de grosse multiprise. Une multiprise bien achalandée, avec des escaliers, des toilettes et une salle de repos. Ouais, on rigole pas avec les multiprises dans l'éolien. Sûrement parce qu'elle sert aussi à convertir les 66 000 volts qui arrivent des éoliennes en 230 000 volts pour la ligne qui relie le parc éolien sur Terre. Ligne qui peut être du courant continu ou de l'alternative selon les cas et qui nécessite quelques petits sous-systèmes que je détaille dans ma vidéo. Et une fois sur Terre, la ligne est raccordée au réseau via un poste électrique, tout ce qu'il y a de plus banal. C'est un poste électrique quoi. Je précise que Valentine utilise du comics sans MS dans ses scripts. Je suis désolé, il fallait que ça sorte. Faites ce que vous voulez de cette information. Merci Monsieur Bidouille, je vous invite à aller voir sa vidéo pour laquelle il a même visité un chantier de parc éolien offshore et ça, c'est pas peu la classe. Bon, maintenant qu'on est calé sur le quoi, on va pouvoir attaquer le donc, les impacts sur la vie marine. Et on va d'abord se concentrer sur la première étape, la fixation de l'éolienne sur le fond marin. C'est peut-être le moment le plus critique pour l'environnement à cause du bruit. Et oui, un chantier c'est rarement silencieux. Et pour fixer les éoliennes au fond de l'eau, il y a une étape de battage qui consiste à enfoncer ce fameux monopieu en frappant à son sommet à l'aide d'un marteau hydraulique. Vous imaginez bien que c'est pas méga silencieux, Autre solution, selon la dureté des fonds marins, on peut aussi forer le substrat, un peu comme on fore une carie chez le dentiste. Et même si c'est moins bruyant que le battage, ça reste une activité qu'on recommande pas trop pendant des séances de méditation pleine conscience. Bref, c'est un peu la fête de la musique pour tous nos petits copains à nageoires, à écailles, à palettes natatoires, à ailerons, à tentacules ou à coquilles. Évidemment, l'ampleur du concert va dépendre de plein de choses, le type de fondation utilisée, la technique pour les mettre en place, la nature du fond marin, si on utilise des mesures de réduction du bruit, tout ça. Mais à 1 mètre du mât, on a déjà mesuré des niveaux sonores de 235 décibels. Pour vous donner une idée, un concert tourne autour des 100 décibels et un avion qui décolle autour de 120 décibels. Bon, je crois que je compare ce qui est pas comparable parce que là on est sous l'eau et pas dans l'air, mais en tout cas c'est bien au-dessus des seuils de perte d'audition temporaire et permanent chez les mammifères marins. Du coup, ça peut engendrer des dommages physiologiques à plus ou moins long terme sur nos bestioles. Au fait, vous avez pensé à vous abonner? Et ça pourrait même tuer des poissons. Et ça, pardonnez mon français, mais ça chie localement des narines. Sans parler des mammifères marins qui ont l'ouïe sensible, le bruit peut les rendre sourds à plus ou moins long terme ou les faire déserter une zone potentiellement importante pour eux, genre leur cuisine. J'ai par exemple lu l'histoire d'un chantier de parc éolien en mer du Nord que les phoques veaux marins ont fui sur un périmètre de 40 km. Ça fait 21 Tony Parker mis bout à bout. Et dans notre zone d'étude, on a compté une douzaine d'espèces de mammifères marins permanentes dans le golfe de Gascogne, du dauphin, du marsouin, du globicéphale, du rorqual et du phoque gris. Et pas qu'un peu. Les effectifs des dauphins communs et des dauphins bleus et blancs ont été estimés à plus de 600 000 individus dans le golfe de Gascogne. L'équivalent de la population de Marseille. En bande organisée, personne ne peut les canaliser. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois les éoliennes installées, le niveau de bruit associé au fonctionnement normal du parc est faible. Une fois les éoliennes lancées, les chercheurs n'ont jusqu'à maintenant pas trouvé de différence de comportement notable chez les mammifères marins. Quant aux poissons, ils n'ont pas observé ni dommages physiologiques ni réaction d'évitement. Simplement, le niveau de bruit pourrait masquer une partie des communications entre eux. Bon, c'est pas GG, mais ils ont qu'à parler plus fort ou apprendre la langue des signes aussi. Et se faire pousser des bras accessoirement. Évidemment, il y a encore peu d'études sur le sujet, donc si ça se trouve, on passe à côté de quelque chose, c'est pas impossible du tout. Et pour le démantèlement, on sait pas trop, mais dans le doute, on imagine que ça va être le même bordel qu'à l'installation. C'est le rappel du concert sous-marin. Pour en revenir au moment de l'installation des éoliennes, il y a eu quelques parades imaginées pour limiter cette nuisance sonore. Par exemple, effaroucher les bestioles en amont pour les faire fuir avant que leur tympan n'explose comme une voiture piégée à Bagdad, faire des pauses dans le chantier
pour reposer les oreilles marines ou amortir le bruit a posteriori, par exemple avec des rideaux de bulles. Oui, des rideaux de bulles. Ils pensent imiter des harengs qui pètent en générant des rideaux capables d'atténuer un peu le bruit sous l'eau, de l'ordre de 10 à 20 décibels. Ça a l'air anecdotique, mais c'est déjà beaucoup. Parmi les autres pistes, on a l'idée de remplacer le battage du pieu par une technique de vibrofonçage, l'utilisation de matériaux tampons ou de rideaux de ballon. Et les chercheurs réfléchissent aussi à influer sur l'angle de réflexion des ondes sonores pour empêcher qu'elles se propagent sur de très longues distances. Je m'explique. Quand une onde sonore est émise lors de la construction d'une éolienne, il s'avère que le front d'onde est réfléchi quasi parfaitement par le fond marin et par la surface de l'eau. Du coup, elle est coincée entre ces deux miroirs et elle peut parcourir de longues distances comme ça en étant très peu atténuée. Et tout le voisinage profite du concert. L'idée des chercheurs, ce serait de construire une surface spéciale qu'on pose sur l'eau comme un radeau pour modifier l'angle de réflexion de l'onde et qu'elle aille gentiment s'écraser sur le fond sans y rebondir. Ou en tout cas en y étant beaucoup plus amortie. Bon, c'est encore à l'état de projet de recherche, mais je trouve ça un peu cool comme idée. Autre conséquence du chantier, comme on creuse dans le sédiment pour y fixer les mâts des éoliennes, forcément on va remobiliser le substrat, comme on dit, et remettre en suspension des particules dans la colonne d'eau. Forcément, de 1, les bestioles n'y voient plus grand chose, leur vue se trouble et la lumière pénètre moins profondément dans la colonne d'eau. On dit que ça génère un panache turbide, ça fait partie de mes mots préférés. Ce panache turbide peut modifier temporairement les communautés qu'on observe, mais bon, a priori ça dure pas bien longtemps, donc passe encore. Sauf que ce petit brouillard local peut carrément devenir un fog digne des plus sombres heures de Londres, selon ce que contiennent ces particules. Faut savoir que lors d'une pollution dans l'eau, une partie des polluants comme les métaux lourds en profitent pour décanter doucement et se déposer au fond. Seulement, si on remue tout ça, on remet aussi en suspension les polluants. Dans notre cas, les sédiments de la zone envisagée ont l'air de bonne qualité globalement, mais il y a eu quelques petites contaminations passées qui risquent de revoir le jour si on passe le substrat au milkshake. Je pense à une pollution radioactive au nord liée à l'exploitation de monazite dans la rade de La Rochelle, qui a été arrêtée en 1994, et au sud une pollution en cadmium dans l'estuaire de la Gironde associée aux industries minières et sidérurgiques du Lot en aval. Youpi! Pour vous rassurer, l'organisme qui s'occupe du raccordement des éoliennes, RTE, a dit qu'il ferait des études d'impact et des modélisations qui claquent pour essayer de limiter au maximum ce risque de fog. C'est pas du tout un terme officiel, c'est moi qui viens de l'inventer, mais il faut savoir disrupter dans la vie. Bon, assez causé du chantier, il est temps de parler du fonctionnement du parc éolien offshore et de ses effets sur l'écosystème marin. Alors déjà, il faut savoir que notre site d'étude est situé dans un parc naturel marin et une réserve naturelle nationale, ce qui n'est pas incompatible avec la présence de parcs éoliens, soit dit en passant, et à proximité de 9 zones Natura 2000, 3 SNIEF et 3 ICO. Je suis pas en train de faire un AVC, c'est des acronymes qui désignent diverses zones naturelles et protégées. Tout ça, c'est surtout pour souligner la richesse et l'importance de ce coin-là en matière de biodiversité. Donc, on va en avoir des choses à dire. On peut commencer par le plus évident, les oiseaux. Vous connaissez Flop Flop la mouette? Toutes les espèces ne réagissent pas pareil face à ces gros ventilateurs, certaines vont déserter complètement le parc, d'autres vont juste slalomer entre les mâts en changeant d'altitude, et d'autres encore sont carrément attirées par les turbines, comme les cormorans. J'ai envie de dire la sélection naturelle. Quant aux collisions directes, il est difficile d'estimer le nombre d'oiseaux qui finissent en carpaccio. En général, on considère qu'il est assez bas. Dans un parc en mer du Nord, il a été estimé à une quinzaine par an et par turbine en moyenne, dont les 2/3 d'espèces migratrices. Mais je doute que ce soit transposable à d'autres situations, parce que ça dépend de la localisation des éoliennes, des espèces d'oiseaux. Et là, vous êtes abonné ? Leur activité sur la zone. Ils voleront pas à la même altitude selon s'ils sont de passage, s'ils viennent pour hiverner ou pour s'alimenter, selon s'ils sont rares ou pas, s'ils préfèrent éviter les turbines ou se précipiter dessus pour leur faire des câlins, enfin tout ça. Moralité, ça risque de changer la composition des assemblages d'oiseaux et potentiellement déplacer certaines espèces. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'en général, quand un parc éolien s'installe, il y a moins d'oiseaux après qu'avant. Toutefois, néanmoins, c'est pas forcément dû à la présence des turbines, on va revenir dessus après. En tout cas, il s'avère que le site envisagé pour l'implantation du parc abrite une communauté importante d'oiseaux à toutes les périodes du cycle de vie. Certaines y viennent pour nidifier, faire pousser leur marmaille, d'autres s'y arrêtent pendant leur migration entre l'Arctique, le nord de l'Europe et le continent africain, d'autres hivernent sur place pour passer les fêtes au chaud, cherchez pas, y a pas de contrepétrie. D'autres encore sont carrément résidentes et y louent leur petite bicoque à l'année. Donc gros enjeu sur cette zone côté oiseaux. Mais les oiseaux ne sont pas les seuls à flirter avec les rotors des éoliennes. Non, 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 il y a aussi nos copines nocturnes, les chauves-souris. Que des chauves-souris en mer, vous disâtes-vous? Pour sûr, vous répondis-je. Il leur arrive d'aller chasser à plus de 10 km des côtes ou de migrer en passant par l'eau. Même qu'en 2013, un chercheur a trouvé une pipistrelle de Nathusius aux Pays-Bas. Jusqu'ici, on s'en fout. Sauf que Batman avait été bagué 3 ans plus tôt au Royaume-Uni et qu'il avait simplement traversé la mer du Nord depuis. Alors que vous n'avez pas bougé de votre siège depuis le début de cette vidéo. Comment vous sentez-vous? Bref, oui, on trouve des chauves-souris en mer, mais surtout des espèces migratrices et uniquement quand le temps est beau. Donc ça limite d'autant le risque avec les éoliennes offshore comparé aux éoliennes terrestres. Et tant mieux parce qu'il leur arrive un truc un peu fou aux chauves-souris, pas vrai Jamel? Et oui Freud, non seulement les chiroptères peuvent se payer les pales des éoliennes de plein fouet, mais en plus, si elles passent devant la tête des éoliennes, elles peuvent subir des différences de pression qui peuvent entraîner des hémorragies internes. Et ça, Freud, c'est ce qu'on appelle un barotraumatisme.
Merci Jamel. Bref, les chercheurs ont identifié un risque de collision et de déplacement. Si les animaux font des détours pour éviter les turbines, ça leur coûte plus d'énergie, donc ça peut avoir des conséquences sur leur vie. C'est valable pour les chauves-souris comme pour les oiseaux d'ailleurs. Imaginez, vous avez l'habitude d'aller travailler juste à côté de chez vous et du jour au lendemain, paf, vous êtes muté sur le plateau de Saclay. Autour de l'île d'Oléron, donc dans la zone qui nous intéresse, on a identifié 20 espèces de chauves-souris, dont 5 sur la frange littorale ou en mer, sachant qu'elles sont toutes protégées en France. On l'a dit juste avant, il y a moins d'oiseaux marins en général dans une zone en pleine mer quand un parc éolien s'y installe. Soit parce que le balai des rotors les dérange, soit, et c'est l'hypothèse privilégiée par les chercheurs, parce qu'il y a moins de bateaux de pêche qui fréquentent les parages. Et les oiseaux marins sont des morphales qui aiment suivre les navires pour grignoter les miettes rejetées par les pêcheurs. Ce qui nous amène à un autre effet des éoliennes, les conflits d'usage. À l'intérieur d'un parc éolien, en général, la plupart des activités de pêche sont interdites, notamment celles qui risquent de ramasser non pas des roll-mops, mais des câbles électriques qui relient les éoliennes. Donc adieu le chalutage par exemple. Du point de vue écologique, c'est plutôt cool pour les fonds marins qui ne subissent plus de gros nettoyages au Karcher régulièrement et qui permettent donc à l'ensemble des chaînes alimentaires de vivoter en paix. Bon, en France, il doit y avoir des couloirs de navigation pour que les pêcheurs puissent quand même zigzaguer entre les éoliennes, mais bon, ça fait toujours un terrain sympa pour que les poissons puissent jouer à chat perché avec leurs copains en ciré jaune. De la même manière, si un parc s'installe, ça peut empêcher d'autres activités. Et maintenant vous êtes abonnés ? Activités socio-économiques dans la zone, comme l'extraction minière et de granulats, le transport maritime, tout ça. Bon, là encore, c'est moins clair que ça en France, puisque la décision d'autoriser ou non la navigation au sein du parc relève du préfet maritime. Conséquence de tout ça, les bestioles sont moins dérangées par les humains à l'intérieur. Et maintenant, vous êtes abonnés ? Ah non, faut pas vous désabonner, allez, j'arrête. Et là, vous êtes abonné. À l'intérieur des parcs éoliens offshore, les cétacés peuvent participer à Danse avec les sars sans risquer de se prendre un paquebot dans le flanc. Bref, la vie est belle pour tous les compartiments de l'écosystème marin. Et même, les chercheurs ont remarqué que les parcs éoliens offshore ressemblaient pas mal aux réserves marines en fait. C'est-à-dire que les espèces s'y concentrent et que ça peut avoir des bénéfices à plus large échelle. Par exemple, les aires marines protégées contribuent à renouveler les stocks de poissons. Bah oui, ils sont tranquilles, ils peuvent s'y reproduire à gogo. Et du coup, ça profite aux pêcheurs. C'est ce qu'on appelle les spillover effects. Les retombées, les effets d'entraînement. Ces effets-là sont avérés aussi pour les parcs d'éoliennes offshore, et ça marche pour les poissons, les coquillages et crustacés. Si vous avez la chanson dans la tête, j'ai réussi ma mission. Mais cet effet réserve n'est pas le seul avantage de la présence des éoliennes en mer. Et moi qui pensais passer toute la vidéo à râler, franchement j'étais surprise de trouver des trucs positifs à dire. Je m'excuse sincèrement auprès des pessimistes qui me regardent. Donc je disais, après l'effet réserve, on a aussi l'effet récif qui se met en place. Là où on fixe les pieds des éoliennes, on y coule un socle et on y met des gros rochers. Et bah ça c'est bien, c'est génial même. Parce que ça crée de l'hétérogénéité dans l'habitat qui aurait juste été constitué de sable ou de vases toutes bêtes sinon. Sauf tout le respect que j'ai pour le sable, vous le savez bien. Vous avez déjà vu des images d'épaves sous-marines qui grouillent de vie? Et bah ça illustre parfaitement ce qu'on appelle l'effet récif. Les bestioles marines ont tendance à se concentrer là où il y a des obstacles et les socles des éoliennes jouent justement le rôle de récif artificiel. Là en plus il y a plein de petits recoins à se réfugier, bref, ça fait le bonheur de certaines espèces, des algues aux tourteaux et aux homards en passant par les bébés morus. Ce nouvel habitat profite bien évidemment à toute la chaîne alimentaire, qui dit plus de coquillages dit plus de poissons, donc plus de mammifères marins et aussi d'oiseaux, pour le plus grand bonheur des pales d'éoliennes. La diversité et l'abondance des espèces stonks, et l'effet est plutôt rapide puisqu'on voit la différence en quelques mois à peine. Tu m'étonnes qu'ils se concentrent dans le coin aussi, ils ont un open bar, on leur fout la paix et ils auraient tort de s'en priver. C'est un effet très localisé, ça dépasse pas les quelques dizaines de mètres autour de chaque socle, mais multiplié par le nombre de turbines, dans les 70 dans notre cas si j'ai bien compris, ça fait plein de petits hotspots de biodiversité. Sans parler des mâts des éoliennes eux-mêmes qui sont colonisés en quantité par des moules, on parle de 1 à 2 tonnes par turbine en mer du Nord quand même, des anémones, des étoiles de mer et toutes sortes de bestioles. C'est ce qu'on appelle le biofouling. Les chercheurs propose même de se servir de ces mâts pour faire de l'aquaculture dessus. Qui sait, peut-être que bientôt les moules d'éoliennes viendront concurrencer les moules de bouchot sur nos tables. Le revers de la médaille, c'est que les mâts d'éoliennes vont aussi accueillir des migrants. Et les migrants, vous savez ce qu'on en pense sur cette chaîne. Sur ces mâts, on va trouver un mélange d'espèces natives et non natives, par exemple une huître japonaise qu'on a trouvée sur des éoliennes aux Pays-Bas. Et ce qui est bof, c'est que ces espèces introduites ont le potentiel de devenir invasives et de déstabiliser l'écosystème en place. C'est souvent des espèces plus résistantes qui se reproduisent plus ou plus vite que les espèces locales et qui des fois les bouffent aussi. En gros, elles leur volent leur travail, enfin leur niche écologique. Mais pour en revenir aux bonnes nouvelles, c'est que si ces mâts d'éoliennes concentrent de grandes quantités de coquillages filtreurs et de certaines bactéries, algues et crabes, eh bien ça peut améliorer la qualité de l'eau. Et oui, c'est le super pouvoir de certains organismes qui sont très forts pour filtrer l'eau et en extraire les polluants comme les métaux lourds. Ils vont alors recracher une eau pure comme votre esprit avant d'arriver sur cette chaîne pour la toute première fois. C'est ce qu'on appelle la bioremédiation. Et ça tombe bien parce que dans la zone envisagée, les teneurs en métaux lourds de l'eau sont légèrement supérieures à la médiane nationale, donc s'il y a moyen de faire un brin de bioremédiation pour faire baisser ces taux, c'est pas de refus.
Autre impact et non des moindres, ça va être technique, hein, accrochez-vous, ça en vaut la peine. On a parlé des câbles électriques qui relient les éoliennes entre elles et au rivage. Ah oui, le but c'est pas de faire joli, c'est quand même de générer de l'électricité à la base. Comme tous les câbles électriques, ils vont émettre un champ électromagnétique tout autour d'eux. Et ce, dans le cas des éoliennes posées, qu'on pose ces câbles sur le fond ou qu'on les ensouille. Oui, encore un mot fétiche. Après, vu que ce champ électromagnétique est très localisé autour du câble, plus loin on l'enterre, moins il affectera la colonne d'eau et donc ses habitants. Alors je vous vois venir tout de suite, vous vous dites que ça va faire naître de terribles créatures marines à 3 yeux, ressusciter les mégalodons et les mosasaures. Alors déjà rien à voir parce que c'est des rayonnements non ionisants. Allez voir ma vidéo sur les ondes si elle est sortie. Et sinon, je vous ai spoilé le sujet de la prochaine vidéo. Ensuite, il faut savoir que les niveaux des champs électromagnétiques émis sous l'eau sont 12 à 100 fois inférieurs au seuil réglementaire fixé sur Terre par la Commission internationale des gens importants qui s'en occupent. Votre cafetière ou votre sèche-cheveux peuvent générer des champs plus intenses que ça. Apparemment, il n'y a pas des masses d'études sur le sujet, donc difficile de conclure vraiment sur l'effet des champs électromagnétiques sur les organismes marins. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est que tous les animaux ne sont pas égaux. Certains sont plus susceptibles d'être affectés par ces câbles sous-marins. J'ai nommé les espèces électrosensibles, comme les anguilles, les requins, les raies et les hippies naturopathes. Ces bestioles sont dotées d'organes spéciaux qu'on appelle des ampoules de Lorentz et qui leur permettent de capter de très faibles champs électriques autour d'eux. Au hasard, ceux émis par une proie planquée dans le sédiment, par exemple. Certains requins vont être attirés par les câbles électriques et peuvent aller jusqu'à les mâchouiller, et d'autres sont moins cons qu'eux et vont les éviter. Et d'autre part, on a les espèces qui se servent du champ magnétique terrestre pour s'orienter parce que les champs émis par les câbles vont distordre ce signal, un peu comme un aimant qu'on approche d'une boussole. Et c'est mal de perturber le Google Maps des animaux, poissons comme mammifères marins d'ailleurs, en particulier des espèces migratrices comme le saumon ou l'anguille, même si c'est une déformation très locale et qu'ils ont l'air de s'en sortir globalement. Mais c'est pas tout, ça pourrait aussi affecter d'autres plus petites bestioles. Des expériences en laboratoire suggèrent que les champs électromagnétiques pourraient retarder le développement des embryons chez les oursins et les poissons notamment. Donc ça pourrait affecter la vie marine à la fois au niveau cellulaire et comportemental. Bon, après, ça a été observé en labo et c'est pas du tout évident de pouvoir transposer ces résultats dans la nature. Et par ailleurs, j'ai aussi trouvé cette étude qui répertorie les effets mesurés des câbles sous-marins sur différents groupes de bestioles et ça tempère pas mal ce que je viens de dire, puisque l'auteur classe ces effets comme étant minimes et ce qu'on soit un requin, une raie, une anguille, un concombre de mer ou le poisson qui vit dans son anus. Pour les tortues et les mammifères marins, il dit qu'on sait pas donc c'est négligeable, c'est peut-être un peu léger pour le coup. De toute façon, il est clair qu'il faut davantage de recherche autour de cette question. C'est sûr, on n'en a pas assez. Il y a aussi d'autres effets liés à la présence d'éoliennes offshore, notamment comme on touche au relief sous-marin, on peut modifier l'hydrodynamisme local et donc la répartition des sédiments. Ça c'est pour les géologues qui me regardent. Et il y a aussi la pollution chimique. Les matériaux utilisés peuvent relarguer des substances pas jojo dans les sédiments ou dans l'eau que les organismes peuvent ensuite boulotter. Je pense aux peintures et aux protections anti-corrosion des éoliennes par exemple. Tout ça, ça peut nous faire une contamination locale forte en certains composés, notamment en aluminium, en cuivre et en microplastique. Pour finir, et si on causait de l'impact environnemental des matériaux utilisés? Il est temps de dégainer ma carte Le Réveilleur. Salut Valentine et bonjour à tous. Effectivement, j'aborde tout ça et il y a beaucoup à dire puisque malheureusement, il ne suffit pas de planter une petite graine dans le fond marin pour que des éoliennes poussent. Une éolienne en mer est une grosse structure qui dépasse la centaine de mètres et demande surtout beaucoup d'acier. Les éoliennes en mer utilisent également d'autres matériaux, résine et fibres de verre ou de carbone pour les pales, cuivre pour les câbles et, sujet polémique, un peu de terres rares. Je passe plusieurs minutes à détailler ces questions de matériaux, alors n'hésitez pas à faire un tour sur ma vidéo si ce sujet vous intéresse. On sait démanteler des parcs éoliens en mer et une éolienne est recyclable à l'exception des pales qui peuvent être valorisées de différentes manières. Il y a évidemment des émissions de CO2 pour la production, la construction et le démantèlement, mais ramenées à la quantité d'électricité produite, ces émissions restent faibles, 80 fois moins qu'une centrale au charbon et 30 fois moins qu'une centrale au gaz. Voilà, c'était tout pour moi. Merci Valentine et à une prochaine. Merci Rodolphe, allez voir sa vidéo, c'est très important. En résumé, attention, je vais avoir des propos très clivants. Il y a du bon et du moins bon à l'installation d'un parc éolien offshore, je vous avais prévenu. Le pire étant au moment de l'installation des mâts, après c'est plus ou moins que du bonheur, plus ou moins. Concernant les impacts écologiques, il faut garder en tête que d'une, c'est très lié au site. Là, je vous ai montré les effets génériques des éoliennes sur l'environnement en me basant sur des études de parcs d'un peu partout dans le monde. Ces effets peuvent ne pas être exactement les mêmes pour le projet en bassin d'Aquitaine. Et secondement, je vous ai parlé que des effets à court terme. On manque encore beaucoup de recul pour estimer les effets à long terme. Les concessions d'éoliennes vont jusqu'à 30 ans. Et avec le changement climatique notamment, les espèces qu'on retrouve aujourd'hui au pied des éoliennes ne seront pas forcément les mêmes dans 10, 20 ou 30 ans. Donc potentiellement les impacts non plus. Et concernant ces effets à court terme, je suis tombée sur la conclusion d'une étude qui résume assez bien tout ça et comme je suis extrêmement flemmarde, je vais me contenter de vous la lire. Les effets s'accumulent et ce qu'on observe est toujours le résultat de nombreuses influences ou l'intensité variable de ces influences.
Les résultats de cette étude indiquent que la présence du parc éolien a conduit à une augmentation locale de la biodiversité, a offert un abri à des organismes benthiques, c'est-à-dire qui vivent sur les fonds marins, et des poissons, et engendré des légers changements dans l'usage que font les oiseaux de la zone. Ces effets sont-ils positifs ou négatifs? Cela dépend des objectifs écologiques définis pour cette zone. Dans les aires marines protégées qui se focalisent sur la présence de certaines espèces d'oiseaux bien définies, les effets des turbines peuvent être considérés comme négatifs. Dans d'autres zones déjà lourdement impactées par la présence humaine, un parc éolien peut mener à une amélioration de l'habitat ou même un rétablissement de l'environnement. Et ça, c'est pas un élément anodin du tout, parce que les endroits où on implante des parcs éoliens sont rarement des écosystèmes pristines, encore un mot fétiche. En général, ils subissent déjà de fortes pressions dues aux activités humaines, trafic maritime, pêche et pollution par exemple, et c'est pareil pour notre site d'étude. C'est pour ça aussi que c'est si difficile d'estimer l'impact environnemental d'un parc éolien, parce que comment savoir si les effets qu'on observe sont dus au parc, aux autres activités humaines ou à un mélange de tout ça. Et plutôt que de se dire qu'on met un parc là où il n'y avait rien avant, il faut plutôt envisager ça sous la forme d'un compromis entre les différentes activités humaines dans la zone, sous plein d'aspects différents, et dans notre cas, lesquels ont un impact environnemental moindre par rapport à d'autres. À méditer. Et là, vous êtes abonné? En complément de cette vidéo, je vous invite à aller voir celle du Bidouille et de Monsieur Réveilleur pour avoir une vision plus globale de toutes les problématiques autour des éoliennes en mer. Vous pouvez aussi essayer le jeu en ligne créé tout spécialement pour l'occasion et qui vous permet de vous mettre dans la peau de la mer d'une commune littorale qui doit installer un parc éolien et qui est donc confrontée aux enjeux de terrain, de biodiversité, tout ça. Et puis vous pourrez aller voter concernant ce projet en bassin d'Aquitaine. Merci évidemment à mes pourbuveurs que j'aime d'amour. C'est très important que vous souteniez la chaîne comme ça, d'autant plus que j'ai pas eu le CNC. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous invite à aller voir mes petites pastilles complotistes que je réalise pour la chaîne Info ou Mytho qui est tenue par Milan Presse. Ça va vous plaire. Do